yes. Ça va? Ouais, cool. C'est bien passé? Ouais, nickel, nickel. Allez, lance-toi. Qu'est-ce que je te sers? Un truc corsé, s'il te plaît. Un petit whisky? Ouais, japonais. Yes. Bienvenue. Merci à toi. Maintenant qu'on connaît un peu mieux cet univers, on va faire un petit topo pas sérieux du tout des personnages jouables du jeu. Cloud, c'est le héros. On peut le présenter un petit peu comme le chevalier d'Aeris, la princesse d'un royaume disparu. Tifa, c'est l'ami d'enfance de Cloud, et à eux trois, ils forment un triangle amoureux, un classique. Red 13, on sait pas si c'est un chien ou un félin. Yuffie, elle est maladroite, ce qui la fout mal pour une ninja. Sid, il veut aller dans l'espace avec la clope au bec, j'y crois moyen. Vincent, c'est un vampire qui s'assume pas. Keiichi, parce que c'est comme ça qu'on le prononce en vrai, c'est un chat qui parle avec l'accent écossais. Barrett, c'est un mélange entre Greta Thunberg et Mr. T. Et face à eux, on a le grand méchant de l'histoire, Sephiroth, un des plus connus de la saga. Okay, wow. Well, this is from the fantasy. Whoa. Ce qui est chiant avec le nom de Sephiroth, c'est que tu sais jamais comment le prononcer. Parce qu'on peut le dire à la française, Sephiroth, ou on peut le dire à la japonaise, Sephiroth, ou à l'anglaise, Sephiroth, Roth. Sephiroth est donc l'antagoniste de Final Fantasy VII. Selon Tetsuya Nomura, le designer des personnages du jeu, la rivalité qu'il entretient avec Cloud s'inspire de celle qui existait entre Miyamoto Musashi et Sasaki Kojiro, deux escrimeurs exceptionnels dans le Japon du XVIIe siècle. Un paquet de légendes entourent leur existence, surtout Musashi. Mais physiquement, certains voient dans Sephiroth une autre référence. Voici Berserk, un manga de dark fantasy qui a influencé un paquet d'œuvres. Dans cette histoire débutée en 1989, l'antagoniste a des cheveux blancs et une longue épée, comme Sephiroth. Mais le parallèle ne s'arrête pas là, puisque le personnage principal de Berserk manie une épée ridiculement grande, comme Cloud dans FF7. Et ça donne des idées à certains. En dehors de son apparence, on peut définir Sephiroth comme un guerrier issu d'expériences génétiques d'un savant fou. La Shinra a financé des recherches pour savoir ce que l'exposition directe à la Mako pouvait faire sur des êtres humains. Ce côté expérimental rappelle Tetsuo dans Akira. Ce qui rappelle en fait plein de personnages d'œuvres différentes qui au fond sont avant tout des sortes de monstres de Frankenstein. Mais Sephiroth est un personnage mystérieux, comme tout bon méchant qui se respecte. On se pose des questions à son sujet. Qui sont ses parents? Est-ce qu'il est humain ou non? Est-ce qu'il est devenu une sorte de dieu? Est-ce qu'il est juif? Ouais, il y en a qui se sont posé la question. Vous vous êtes déjà demandé d'où venait le nom de Sephiroth? Dans certains courants du judaïsme, parallèlement à la loi écrite et publique, la Torah, il y aurait une loi orale et secrète, la Kabbale. C'est une tradition mystique qui ne se transmet qu'à des initiés, avec des portées métaphysiques sur Dieu, l'homme et l'univers. Dans la Kabbale, il est question d'un arbre de vie qui explique la formation de notre monde. Cet arbre est composé de plusieurs points, chacun représentant des aspects, des émanations de Dieu. Et ces points reliés entre eux se nomment des séphirotes. Donc là, je dis bien séphirote. Séphiroth, c'est la prononciation japonaise du terme. Mais la prononciation originale, c'est séphirote. On continue. Genova est un autre antagoniste du jeu. En réalité, il est même à la base de la plupart des problématiques de l'histoire. C'est une entité extraterrestre arrivée sur Terre il y a plusieurs millénaires dans une météorite. Elle tient peut-être son nom de Jéhovah, une des retranscriptions possibles de Yahvé, Dieu dans le judaïsme. Ou alors, c'est peut-être tout simplement inspiré de mon nom. Mais les inspirations judaïques ne s'arrêtent pas là dans Final Fantasy VII. On va revenir sur l'arbre de vie de la Kabbale. Le 6e point au centre, c'est la beauté. Et en hébreu, il se nomme Tifaret. Ça vous rappelle un personnage? Tifaret, Tifareth, Tifa. Mais en plus de la beauté, ce 6e point peut aussi évoquer la guérison. Ce qui est évocateur quand on sait que dans le jeu, c'est Tifa qui guérit Cloud du désordre de son propre esprit. C'est pas un peu tiré par les cheveux ton histoire? Ouais, peut-être. Mais comment s'appelle le bar de Tifa? Le 7e siècle, c'est ça? Ouais. Et comment s'appelle la terre chargée de Mako mystique là, que tout le monde cherche dans le jeu? C'est la Terre Promise, je crois, c'est ça?
C'est sûr que Tifa, elle a pas un look, biblique. Parfois je me demande comment des Japonais, avant l'ère d'Internet, se débrouillent pour aller puiser dans des choses aussi énigmatiques et méconnues que la Kabbale. Ils sont allés chercher loin, les créateurs du jeu. Pour trouver l'inspiration, on est tenté d'aller consciemment puiser dans des choses lointaines. Mais est-ce que sans le savoir, nous ne sommes pas influencés parfois par des pensées, émotions ou désirs refoulés qui échappent à notre conscience ? On sait que le cerveau est un organe de nature créative. Ceux qui doivent créer vont construire un réservoir de matières premières pour façonner de nouvelles combinaisons. Au fond, c'est dur d'être vraiment original. On ne fait que mélanger des ingrédients pour composer une nouvelle recette. Comme les inspirations peuvent venir de partout, de vieux souvenirs enfouis, d'émotions intimes, mais aussi de films ou de livres, La question, c'est de savoir où se trouve la limite entre l'influence inconsciente et l'hommage assumé. est-ce que la moto de Cloud est inspirée par celle du film Akira, sorti en 1988, qui elle-même est inspirée par le film Tron ? Est-ce que le personnage de Biggs dans le remake est un hommage à Charlie Sheen dans Platoon ? Est-ce que les armes, ces créatures géantes qui apparaissent quand la planète est en danger, sont des réminiscences de Godzilla ? Est-ce que Keiichi est inspiré par un chat de la mythologie celtique sur une sorte de Totoro ? Est-ce que le nom de Reno des Turks viendrait-il de Jean Reno, à la suite de Léon, sorti en 1995 ? Est-ce que le design de Genova est inspiré par Akira, créature morcelée dans des cuves ? Est-ce que la Shinra n'est pas aussi inspirée par l'OCP dans Robocop, société omnipotente qui gouverne à la place des politiques, se mêle à la police et rêve de créer une nouvelle ville nommée Delta City ? Est-ce que les soldats de la Shinra sont des sortes de Stormtroopers de Star Wars ? Est-ce que Barrett est vraiment inspiré par Mr. T ? Take it from me, Mr. T. Est-ce que son bras armé permet de faire un lien avec une entreprise d'armement américaine du même nom ? Est-ce que le design de Cloud n'est pas directement inspiré par Sangohan de Dragon Ball Z pendant l'arc Cell ? Cet animé a été une bombe dans les années 90, impossible de passer à côté. Est-ce que le nom de famille d'Aerys est une référence au peintre britannique du XVIIIe siècle, Thomas Gainsborough, ou à Serge Gainsbourg ? Qui tient tellement à sa peau. La lecture japonaise laisse la question ouverte. Et Alice Gainsbourg. Mais jamais son kimono. Est-ce que Tifa ne serait pas une jeune Jennifer Connelly dans le film Une place à prendre, sorti en 1991 ? This is Jennifer. Une Jennifer Connelly qui a marqué les esprits au Japon dès 1986 dans le film Labyrinthe avec David Bowie. D'ailleurs, le labyrinthe ressemble un peu au temple des anciens dans le jeu. Mais tout ça est sûrement avant tout inspiré par une gravure nommée Relativité qui date de 1953. Est-ce qu'un visionnage innocent en famille de Chérie j'ai rétréci les gosses en 1989 a pu influencer le premier boss du jeu, le gardien Scorpion Rouge ? On sait pas, ça peut venir de n'importe où. Ou alors ça vient du Spider-Tank de Ghost in the Shell ? Est-ce que le principe de ville riche dans les airs au-dessus de bidonvilles, que l'on a dans Midgar, n'est pas un écho au manga Gun où des privilégiés balancent leurs déchets sur des pauvres n'ayant pas accès au territoire supérieur ? Ce clivage entre des riches d'un côté et des bas-fonds grouillants et chaotiques de l'autre revient souvent dans les œuvres de science-fiction. Bon, vous pouvez pas savoir. Vous avez vu des bœufs dans le coin, sergent? Qu'est-ce que c'est, carne? Esta carne es serrata. Jura, c'est un rat-burger. Pas mauvais. C'est un point essentiel que l'on a déjà dans Metropolis de Fritz Lang, un film historique, culte, qui, je le rappelle, est sorti en 1927. D'ailleurs, se pourrait-il que le laboratoire dans Metropolis ait pu inspirer les salles du réacteur Mako du Mont Nibel ? Est-ce que les tunnels de Midgar sont inspirés par ceux des lignes de métro japonaises ? Regardez dans ce tunnel à Osaka, on croirait voir Cloud courir à l'intérieur. Est-ce que les quartiers chauds des villes japonaises remplis de clubs, bars à hôtesses, salons de massage et plus si affinités n'ont pas servi de modèle pour créer le Wall Market et les activités illicites de Don Corneo ? Regardez, il existe des scènes et lieux cachés dans le programme du jeu parce qu'elles ont été enlevées de l'histoire au dernier moment. Les scènes au Wall Market ont été édulcorées, mais les développeurs y sont allés à fond à la base. Ici, dans le Honeybee Inn,
on peut voir des chambres de Love Hotel. Les Love Hotels, je vous le rappelle, c'est pas des hôtels où on va pour faire dodo. Dans ce lieu supprimé, on voit clairement la sélection des filles du jour et un menu avec les différentes durées de prestations possibles. Dans le principe, tout ça est très proche de ce qui se fait dans certains établissements japonais. Et il y a encore d'autres petits détails à montrer. Est-ce que Yusuke Naora, le directeur artistique du jeu, a tout simplement eu l'idée de la plaque de Midgar en mangeant une pizza ? Serait-ce alors pour ça que le maire de Midgar se nomme Domino ? Ça explique pourquoi Domino's Pizza en Malaisie a fait cette pub vraiment chouette. Est-ce que l'image d'une tour dans la nuit noire ne viendrait pas de l'affiche du premier Die Hard au Japon ? À moins que ce soit Akira ou Blade Runner ? Est-ce que l'esthétisme de la tour de la Shinra est influencé par le building Gunkan Higashi Shinjuku, près des anciens bureaux de Squaresoft ? Ou alors ce design ne vous rappelle pas quelque part l'apparence du Yamato, le plus gros cuirassé jamais construit ? Cet enchevêtrement de structures qui s'emboîtent de manière peu rationnelle. Et tout ça fait d'autant plus écho avec le canon de la Shinra nommé Sister Ray, qui sera installé sur Midgar. D'ailleurs, vous savez d'où vient ce nom, Sister Ray ? Probablement de la chanson du groupe Velvet Underground. En parlant de musique, voici un lieu qui se trouve dans le secteur 8 de Midgar. On voit cette grande affiche avec marqué Loveless. Il se trouve que Loveless est le nom d'un album du groupe irlandais nommé My Bloody Valentine. Regardez, les mots sur le côté sont coupés, mais on peut aisément deviner qu'il y a marqué Bloody Valentine. Loveless est un album hyper influent sur la scène rock indépendante et dans les années 90, il a énormément circulé dans certaines sphères musicales japonaises. Vu qu'on parle de musique, comment ne pas évoquer la partition du jeu écrite par Nobuo Uematsu, le compositeur historique de Final Fantasy. Un mec incroyable, un autodidacte qui a créé parmi les œuvres les plus mémorables de l'histoire du jeu vidéo. J'ai adoré l'âme que sa musique apportait au jeu. Et je suis pas le seul. De très nombreux musiciens arrangent leurs morceaux favoris sur YouTube. Dans FF7, à la fin, quand on affronte Sephiroth, on entend cette musique. En 1997, tout ce qui pouvait sonner réel ou orchestral, c'était complètement nouveau. Et là, on a des chants en latin. C'était fou. Mais était-ce possible d'avoir des voix réelles dans le jeu ? Les musiques étaient faites avec la puce interne de la PlayStation 1, donc une sorte de MIDI. Les sons sonnaient forcément synthétiques. En explorant les fichiers du jeu original, on voit de très courts extraits de chants a cappella en wave. Ce sont donc des vraies voix enregistrées qui étaient appliquées sur une orchestration synthétique. Et puisque dans cette vidéo le fil rouge ce sont les influences, Nobuo Uematsu avoue qu'il a été inspiré par le Sacre du printemps de Stravinsky. Quand Uematsu composait des mélodies pour des supports archaïques au son totalement synthétique, il ne se doutait sûrement pas que des décennies plus tard, ces mêmes mélodies seraient jouées dans le monde entier par des orchestres symphoniques lors de concerts à guichets fermés.
Pour continuer, je vais avoir besoin d'un petit coup de pouce. Attendez. Regardez les réacteurs de Midgar. Ils sont numérotés aussi en kanji. Mais pour ceux qui connaissent un peu le japonais, voici les numéros en kanji que l'on utilise au quotidien au Japon. Et voici ceux des 8 réacteurs de Midgar. On voit que ce ne sont pas toujours les mêmes. Eh bien, les numéros employés ici se nomment des daiji. Les chiffres daiji étaient utilisés dès l'Antiquité au Japon pour éviter les modifications sur des documents officiels quand tout se faisait par écrit à la main. Par exemple, les numéros 1, 2, 3 en kanji, c'est un peu comme les chiffres romains mais à l'horizontale. C'est simplement des barres. Si tu écris sur un contrat que tu dois payer 2000 yens par exemple, celui qui reçoit le contrat peut très bien rajouter un trait et hop, ça passe à 3000 yens. Donc les autorités ont mis en place des numéros en kanji plus complexes qui permettent d'éviter les modifications. Voici un billet de 2000 yens. Et on voit bien là, vous voyez, que c'est des daiji qui sont utilisés et pas le caractère de 2 avec 2 traits à l'horizontale. Alors pourquoi c'est utilisé parfois en dehors du cadre commercial ou financier ? Ben on sait pas trop. Ça se fait parfois pour donner un côté particulier, un petit côté classique ou ancien. Ça marque les esprits, on va dire. Il y a un autre détail culturel japonais qui est caché dans le jeu. Vous connaissez le Feng Shui, cette divination traditionnelle taoïste d'origine chinoise ? Vous savez, le yin et le yang, tout ça. Le Feng Shui va définir de bonnes ou de mauvais augures selon les saisons, les points cardinaux et tout un tas d'autres facteurs. Le but, en gros, c'est de canaliser les bonnes énergies dans un espace donné pour que les gens qui s'y trouvent soient en bonne santé. Cette croyance est bien entendu présente aussi au Japon, de manière moins forte qu'en Chine, mais c'est quand même présent. Tout comme le Ushin dont je parlais dans ma vidéo sur comment les Japonais mesuraient le temps avant l'arrivée des Occidentaux. Pour le Feng Shui, voici comment on le représente. On a des trigrammes qui symbolisent tout ça. Si vous vous êtes posé la question, c'est ça qu'on retrouve sur le drapeau de la Corée du Sud. Comme vous pouvez le voir, il y a 8 parties, tout comme Midgar et ses 8 secteurs. Cette culture taoïste est arrivée au Japon durant l'Antiquité et s'est mélangée à des croyances japonaises pour former ce qu'on appelle ici le Onmyodo. Et dans le Onmyodo, on pense qu'il existe une direction par laquelle le mal peut entrer. Cette zone, c'est le nord-est et on appelle souvent ça le Kimon, la porte des démons. On a un exemple concret au palais impérial de Kyoto. Les palais impériaux ont toujours une forme rectangulaire dirigée vers le nord. Et regardez, l'angle en haut à droite, c'est-à-dire celui qui donne vers le nord-est, est volontairement cassé pour éviter symboliquement d'offrir aux démons cette brèche qui leur permettrait de rentrer dans l'enceinte. Maintenant, revenons à Midgar. Voici comment sont représentés les secteurs de la ville et les réacteurs. Le réacteur 8 donne pile sur le nord et le réacteur 1 est dirigé vers le nord-est. Maintenant, rappelez-moi quel est le réacteur que le groupe rebelle d'Avalanche détruit au début du jeu. Le réacteur numéro 1, celui qui donne vers le nord-est. Avalanche est le démon de la Shinra. FF7 va aussi beaucoup s'inspirer de la mythologie nordique. Par exemple, le nom de la ville de Midgar, ça vient de Midgar, le royaume des hommes dans la représentation du monde que se faisaient les Scandinaves durant l'Antiquité. Cette représentation ressemblait à un arbre. Ouais, encore un arbre. En haut, il y a Asgard, le royaume des dieux. Et un peu plus bas, on a Niflheim, aussi appelé Nibelheim, le monde de la brume et des nuages. Nebel ou Nibel, c'est le nuage. Heim peut se traduire par maison. Nibelheim veut donc dire maison de nuages. Ce qui est drôle puisque c'est le nom de la ville d'où est originaire le héros dans FF7. Et je vous rappelle que ce héros se nomme Cloud. Nibelheim veut donc dire littéralement la maison de Cloud. Mais regardons à nouveau une représentation de cet arbre. On voit un serpent sous le royaume de Midgar. Ce serpent se nomme Midgardsorm, le ver de Midgar. Et dans FF7, quand on sort de la ville de Midgar, on tombe assez rapidement sur un marécage infranchissable gardé par un énorme serpent. Alors c'est en anglais uniquement, mais si vous êtes intéressé par toutes les références nordiques dans Final Fantasy VII, je ne peux que vous conseiller de suivre le travail de M.J. Gallagher. Personne n'a creusé aussi loin que lui. Bon, on continue ? Il y a encore des trucs intéressants à dire, les enfants. Ouais, on continue. Hironobu Sakaguchi, le créateur de la saga et ses auteurs, ont observé le monde qui les entoure. Il y a beaucoup de Japon dans Midgar. Pour créer visuellement cette cité, pas besoin de chercher très loin. Il y a des photographes japonais qui excellent dans l'art de prendre des photos d'usines dans le pays. Regardez l'incroyable travail de Kobayashi Tetsuro. Tout ceci existe au Japon. C'est complètement dingue. Le Japon, société où l'ombre des Zaibatsu est omniprésente.
ces conglomérats et entreprises surpuissantes qui dictent la vie quotidienne. Des pubs joviales colorent les couloirs de nos obligations, des mascottes à la con rythment une vie d'abondance dont les pulsations nous rendent sourds aux cris de la planète. Le train qui nous emmène au travail tous les matins peut aussi nous éloigner petit à petit de notre vraie nature. Notre quotidien nous déracine parfois. Sakaguchi et son équipe sont eux-mêmes acteurs de ce mouvement, de cette danse collective. Mais en tant que créateurs, artistes, ils s'expriment, ils ne sont pas indifférents. Écrire, créer est une manière thérapeutique de résister, de faire passer une pilule parfois dure à avaler. Le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population. Que des foutaises tout ça. On peut pas nier que l'énergie Mako améliore la vie des gens. Avoir plus de confort, ça ne fait qu'endormir les consciences. Et vous vous rendez compte quand même? Faut jouer à un jeu vidéo pour entendre des phrases comme ça? Phrase qui prend un sens vraiment profond, sachant que ça vient de l'esprit de créateurs japonais. Avec Midgar, on ne parle pas d'une ville avec des voitures volantes. On a une vie quotidienne assez proche de celle que l'on peut vivre dans notre monde. Des autoroutes, des trains, des maisons, des gratte-ciels, des riches, des pauvres et des tuyaux. Beaucoup de tuyaux. Mais regardez au Japon, des tuyaux, il y en a plein aussi. Comme le paysage et la beauté urbaine n'ont jamais vraiment été une grande priorité ici, on constate au Japon que les installations purement fonctionnelles sont souvent visibles. Là où nous, on aurait plus tendance à rendre tout ça discret pour maintenir une certaine idée esthétique de l'environnement, on a ici des parcs sous les autoroutes aériennes et des décalages parfois très marqués entre les infrastructures imposantes et la rouille en contrebas. Et il y a encore pas si longtemps, on voyait au Japon plein de lieux comme celui-ci. Des enchevêtrements de baraques bricolées construites en vitesse après la Seconde Guerre mondiale où vivent des familles pauvres. Elles ont fini par ressembler à des taudis, alors qu'autour, un autre Japon se développait, moderne, vertical, riche. Avouez que c'est pas l'image qu'on se fait du Japon, parce que le pays n'assume pas du tout cette part de son histoire et fait tout pour l'effacer. Mais ce Japon rétro très asiatique qui baigne dans son jus existe toujours. Il fait partie, encore aujourd'hui, d'une des réalités du pays. Je pense qu'il y a une forte influence du Japon des années 80, à l'époque géant économique, sur l'envie de dépeindre la Shinra et ses actions qui vont à l'encontre d'un certain ordre naturel des choses. Les gens ne bronchent pas trop au Japon. Ça semble jouer le jeu de manière parfois très docile. On dirait que la masse vit dans le déni. Mais au fond, il y a plein de Japonais qui partagent les inquiétudes évoquées dans Final Fantasy VII. Prenons exemple sur la ville de Junon dans le jeu. Junon qui est le nom d'une déesse de la mythologie romaine. Bref, les activités industrielles de la Shinra ont pollué les eaux de la région et les habitants ne peuvent plus pêcher. Ça rappelle les divers scandales de pollution industrielle qu'il y a eu au Japon, comme celui de Minamata que j'ai brièvement exposé sur cette chaîne. Les années 90 ont été importantes pour le développement d'une conscience écologique au Japon. Tout ça converge vers le protocole de Kyoto, la célèbre convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui a eu lieu en 1997 aussi. Dans le jeu, on peut aussi évoquer la ville de Gongaga qui a été détruite lors d'une explosion d'un réacteur Mako. On peut y voir un écho à l'accident nucléaire de Tchernobyl. On pourrait parler de Fukushima, mais c'est une catastrophe arrivée bien après la sortie du jeu. Par contre, c'est la preuve qu'il est toujours d'actualité. La décennie 90 est marquée par la crise économique au Japon, par le séisme de Kobe en 95, par l'attaque terroriste au gaz sarin dans le métro de Tokyo la même année. Le rêve de la bulle est terminé. FF7 correspond à une époque de retour sur Terre. Il y a encore un détail rigolo à souligner. Des agents de la Shinra qui sont à la poursuite des héros tombent par hasard sur eux dans un restaurant. Là, une dispute éclate entre une jeune recrue et Reno, le boss de leur équipe, parce qu'il se trouve qu'ils sont actuellement en congé et Reno refuse d'arrêter qui que ce soit. Et il dira... Des employés en costume d'une entreprise capitaliste qui disent ça, au Japon particulièrement, c'est pas anodin du tout. FF7 nous enseigne qu'il n'y a aucun combat plus important pour l'humanité que celui de prendre soin de notre Terre. Maintenant que j'ai plus 13 ans, je regrette que l'histoire soit trop manichéenne, trop simpliste dans l'approche de certaines thématiques.
Ça aurait été bien de voir dans la Shinra des facettes nuancées. Une entreprise capitaliste qui bouffe la planète, ok, mais ne pourrait-elle pas être aussi bénéfique quelque part, par exemple grâce à des recherches en médecine? Avoir des ennemis qui ont aussi des facettes positives, ça donne beaucoup plus de corps à une œuvre que d'avoir des méchants qui sont méchants que pour le plaisir d'être méchants. C'est pas gentil ça. Final Fantasy VII est un jeu historique. C'est devenu un phénomène culturel largement reconnu au-delà de la communauté des joueurs. Pour la sortie du nouvel opus, Sephiroth a envahi le quartier de Shibuya. Mais c'est pas tout, Red Bull a fait une pub basée sur FF7. Red Bull gives you wings. Et cerise sur le gâteau, le New York Times a publié un article sur le phénomène. Final Fantasy VII a transcendé les frontières du jeu vidéo pour déborder sur des arts considérés comme plus nobles. On a des références mythologiques de diverses cultures du monde, des références cinématographiques, littéraires et musicales. On y aborde des thèmes écologistes, antinucléaires, anticapitalistes et on y dénonce l'autoritarisme. Tout ça sonne comme une victoire pour le jeu vidéo, ce loisir qui abrutit nos enfants. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Peut-être que mon intérêt pour l'exploration, pour l'urbanisme et pour la dimension sociale que je mets par exemple dans les visites que je propose au Japon découle d'une étincelle nommée Final Fantasy VII. Qui sait? L'influence inconsciente. Merci à toi. Pas de rien. Écoute, à bientôt mec. Dis-moi, est-ce que tu sais où se trouve un point de sauvegarde dans le quartier? Carrément. Juste en fait, tu sors, Ouais. tu prends à droite, vraiment pas loin, 50 mètres plus loin. Tu vas voir, sur ta droite direct. Ça roule. Ok? Merci. Ciao. À bientôt. Yes. Ciao. Ciao. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie à vous aussi d'explorer Midgar. À bientôt sur la chaîne Musubi.